Regardez notre forêt demain avec France Bois Forêt. Ensemble pour une forêt durable et du bois responsable. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Notre Forêt demain. Direction la Bourgogne-Franche-Comté, l'une des régions les plus boisées de France. Vous verrez que pour lutter contre le changement climatique, il devient aujourd'hui crucial de restaurer nos forêts en plantant des arbres plus adaptés. Suivez-nous sur un chantier de reboisement où les forestiers s'engagent pour préserver nos forêts et assurer l'avenir de la filière bois. Nous poursuivrons notre aventure dans le Morvan où le Douglas règne en maître. Cette essence, originaire d'Amérique du Nord, a trouvé une seconde maison en Bourgogne. Nous vous montrerons comment le Douglas est devenu une figure emblématique de cette région et nous vous parlerons de son rôle important dans la construction en bois. La Bourgogne-Franche-Comté est aussi la première région française pour la production de bois d'œuvre de chêne, essence noble par excellence. Nous vous emmènerons dans les coulisses d'une scierie pour découvrir le processus de transformation de ce bois prestigieux en produit de haute qualité. Mais tout de suite, plongez au cœur d'une pépinière forestière, vous allez découvrir des femmes et des hommes passionnés qui travaillent à faire pousser les forêts de demain. Dans nos forêts, il y a des arbres qui poussent spontanément, c'est ce que l'on appelle la régénération naturelle. Mais il y a aussi un autre exemple, des arbres qui ont poussé les premières années en pépinière et après ont été plantés en forêt. Ce ne sont pas des pépinières classiques, c'est ce que l'on appelle des pépinières forestières. Il y en a un peu partout en France. Les arbres sont là-bas, dans un premier temps, cultivés pendant quelques années avant d'aller trouver leur taille réelle dans les forêts de demain. Pour mieux comprendre ces métiers, allons à la rencontre de Pierre Naudet et de Thomas Guyot. Ils sont juste à côté. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Et très heureux de découvrir votre travail et surtout de faire la différence, enfin, entre une pépinière classique et une pépinière forestière. Mais vous, ce que vous faites, c'est que vous faites pousser des arbres que l'on va ensuite planter en forêt. On avait le sentiment jusqu'à présent que la forêt, elle poussait toute seule. C'est pas le cas. Eh bien non, c'est pas le cas. Effectivement, aujourd'hui, la forêt, elle a besoin d'être maniée un peu par l'homme. Et nous, on est là, pépiniéristes, pour produire des jeunes arbres qu'on va replanter en forêt. Et aujourd'hui, vous faites pousser combien d'essences différentes? Alors, sur tous nos sites de production, on atteint pratiquement 200 essences différentes produites pour la forêt et le paysage, mais spécifiquement à la forêt. Il y a 56 essences qui sont autorisées en France en forêt, donc 30 feuillus et 26 résineux. C'est une réglementation qui peut être amenée à évoluer. Récemment, on a intégré des nouvelles essences dites de diversification, comme l'érable champêtre, l'alisier, le cormier, qui n'étaient pas dans le code forestier auparavant. Et ce qui est important aussi dans ce code forestier, c'est qu'on peut pas, c'est pas uniquement les essences, c'est aussi la taille des plants, la conformité, donc la qualité du système racinaire, le diamètre, la hauteur. Tout ça, c'est important nous, pépiniéristes, de le respecter quand on trie les plants, avant de les expédier sur les chantiers de plantation, de manière à assurer une pérennité à la forêt. Alors, il y a bien sûr quelques essences que vous avez amenées jusqu'ici, et c'est pour nous présenter ce qu'on appelle aujourd'hui le top 5 des essences les plus plébiscitées. Le pin maritime en première place, c'est le Douglas. Ensuite, on a le chêne, le cèdre qui est là. D'accord. Et ensuite le pin corse. Ça bougera certainement aussi dans les années à venir, peut-être en partie dû au changement climatique. Déjà, le classement 2022, il a bougé. Le cèdre, il est dans le top 5, alors qu'avant, on en produisait des quantités beaucoup moins importantes. Par exemple, nous, à notre niveau, on produisait une centaine de milliers de cèdres pour le sud-est de la France. Et aujourd'hui, on est amené à en produire 7 ou 8 fois plus en 2023. On a ici le sapin de Turquie, on a le chêne pubescent. Tout ça, ce sont des essences, on va dire, dites réchauffement climatique. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les provenances du sud vont mieux convenir au nord. Avant d'admirer les arbres de plusieurs dizaines de mètres de haut, il a fallu faire un gros travail. C'est ce que va m'expliquer maintenant Thomas Guyot, qui travaille avec vous. Oui. Il dirige une de vos pépinières. Notre directeur à la pépinière d'Autun. Et on va savoir comment on fait pour passer d'une graine à un arbre. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Stéphane. Merci à vous.
Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane. Alors Pierre m'a expliqué les différentes essences que l'on pouvait faire pousser dans les pépinières forestières, mais votre spécialité à vous, ce sont les résineux, c'est ça? Tout à fait. Mais oui, parce qu'ici, on est sur une pépinière qui est en altitude. On a à peu près 600 mètres de moyenne. Oui. On est sur une roche-mère granitique. D'accord. Donc, ce qui va nous donner des sols très sableux, sablo-limoneux, et avec une acidité assez forte. Qui favorise? Ça favorise très bien la pousse de tous les plants résineux en général. Et vous faites ça sur combien d'hectares ici à peu près? On fait ça sur... on a une exploitation de 70 hectares. Et on quand même. Ouais, et on cultive à peu près 35 hectares tous les ans de jeunes plants forestiers. Combien d'essences différentes? On doit en avoir au moins une quinzaine ici. Très bien. Alors, autant je le disais avec Pierre tout à l'heure, on ne peut pas faire pousser n'importe quoi en forêt. Ouais. De la même manière, on ne fait pas pousser un arbre n'importe comment. Faut pas oublier qu'au départ, un arbre, c'est une graine. C'est ça. Plus ou moins grosse? Plus ou moins grosses. Il y en a qui sont toutes petites, grosses, comme si vous voulez, comme des lentilles pour les plus petits, comme genre les épicéas ou les Douglas. Puis après, on a des graines qui sont un peu plus grosses, comme des petites cacahuètes, comme tous les abies. L'abies Bornmuller, l'abies alba. Elles sont beaucoup plus grosses. D'accord. Toutes ces graines que nous achetons pendant l'hiver, elles ne sont pas prêtes à être semées parce qu'elles viennent de sécherie et elles sont sèches. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les humidifier? C'est ça, tout à fait. L'action, ça s'appelle la stratification. En gros, il faut les retremper dans de l'eau pour qu'elles se réhydratent. Et après, il faut les laisser dans des périodes de froid, donc dans une chambre froide spécifique. Ça peut être de 2 mois jusqu'à aller quelques jours, voire une semaine. C'est-à-dire que vous reproduisez d'une certaine manière ce que l'on pourrait trouver dans la nature, quoi. À la fin de l'été, à l'automne, les cônes des arbres, des résineux éclatent, les graines tombent au sol, et là, il y a l'hiver qui passe dessus. Et comme ça, avec toute cette eau et le froid, et ben comme ça, au printemps, les graines peuvent germer. Donc nous, on reproduit la même chose. Donc on appelle ça quoi après, quand la graine est en phase de pouvoir être plantée? On appelle ça la levée? La levée de dormance. Bon. D'ailleurs, ça se voit sur les graines. On a au bout de la graine une petite germe qui commence à pointer son bout du nez. Et là, on sait que c'est le bon moment pour venir semer. C'est le bon moment pour la planter? Tout à fait. Je vais vous poser une question et je vais faire un parallèle avec finalement l'homme. Oui. Vous me parlez de taux de germination. Quand on cherche à avoir des enfants, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Tout à fait. Est-ce qu'il en est de même en ce qui concerne effectivement les plants? Il faut en mettre combien de semis pour espérer avoir des plants qui tiennent la route par la suite? Lorsqu'on achète les graines, on peut avoir des résultats du marchand de graines. Et lui, il nous explique justement des taux de germination. Et sur certaines essences, comme le sapin pectiné, on peut avoir des taux de germination de 50%. Donc ça veut dire qu'il va falloir semer 2 graines pour en avoir qu'une qui va germer. Ah ouais. Donc vous voyez, on est obligé de semer, par exemple, dans ce cas précis, 1000 graines pour avoir 500 plants au mètre carré. Mais on voit bien que votre travail, c'est finalement un travail à l'année. Parce qu'effectivement, il y a la période de l'hiver que vous avez évoquée, le printemps, effectivement, pour la levée. Après, on a planté. Oui. Mais déjà, il a fallu aménager toutes ces différentes allées, protéger, effectivement, les différents semis. Comment est-ce qu'on appelle ça? Alors c'est ça, on avait fait des lits de semis, vous avez vu, sur des planches qui font 1 mètre de largeur. Après, on a semé les graines, on a mis un petit peu de sable dessus parce que aussi j'ai un problème, c'est les oiseaux. Ils adorent mes graines, donc ils peuvent venir les manger. Donc on recouvre les graines qu'on a bien tassées sur le sol avec un petit rouleau. Après, on met un petit centimètre, un demi-centimètre de sable dessus pour pas que justement que les oiseaux ils viennent me manger ces graines-là. Et après, vous avez vu, on met des ombrières. Ce qu'il y a derrière moi, ce qu'il y a là, c'est pour, encore une fois, reproduire un peu ce qui se passe en forêt. En forêt, sous les arbres, il y a la canopée. Et là, donc, du coup, il faut qu'on recrée ça et qu'on protège ces graines et ces jeunes plants du soleil. Vous vous êtes déjà amusé à mesurer le nombre de mètres ou peut-être même de kilomètres qu'il y a là, ici, sur cette parcelle? On le sait exactement. Là, cette année, je crois que j'ai 7,5 km de semis. J'ai l'impression qu'on est à chaque fois dans la culture de l'élite. Je m'entends, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les plants soient les plus costauds, les plus forts possibles. Et de temps en temps, on leur fait un peu plus de place s'il y en a un qui est un peu plus chétif, c'est ça? Bien sûr, parce que là, ça va amener une étape supplémentaire. Vous avez vu, là, on les a semés à peu près à 500 plants au mètre carré. Mais si je les laisse pousser comme ça, ils vont être tous serrés les uns contre les autres. Donc, on va avoir une étape, ça s'appelle le repiquage. On va les arracher au bout de 2 années. Et le mois d'août d'après, donc l'année prochaine, on ira les repiquer à une densité beaucoup plus faible. Donc le système racinaire va encore mieux se développer et la reprise sera d'autant plus facile chez les producteurs. On parlait il y a quelques instants du repiquage.
Après arrive, et je suis passé à proximité tout à l'heure, de ce que l'on appelle l'abattage. Ouais, Donc, l'arrachage. La partie mécanique, mais pas que mécanique, hein, parce qu'il y avait de la main-d'œuvre aussi. Il Hein. faut quand même, oui. Ce qui se passe, c'est derrière un tracteur, vous avez vu, il y a une lame qui va passer à 20-30 cm dans le sol, et on a 2 ou 3 tabliers qui viennent secouer les plants, et les plants sont déposés au sol. Là, on Sur une vérifie remorque. que les racines sont en bon état, que le plant finalement est lui aussi en Voilà. bonne santé. Et si jamais c'est pas le cas, on fait quoi? On le vend pas? On va être obligé de le détruire, bien sûr, on a des On le met de normes à côté. respecter. Ouais. Par rapport à un âge donné, il faut que le plant soit joli et puisse surtout reprendre chez notre client final. Donc il faut un beau système racinaire, il faut qu'il y ait un collet, vous savez, là où on commence à partir sur la tige, entre Bien les sûr. racines et la tige. Bien sûr. Il faut qu'il soit suffisamment gros. Ça veut dire qu'il aura des réserves et donc des forces pour pouvoir repartir en forêt. Et si je continue à faire un parallèle avec le milieu agricole, Oui. justement, parfois pour certaines cultures, ben, on dope un petit peu, c'est-à-dire qu'on donne de l'engrais ou on fait en sorte de favoriser le fait que cette plante ne soit pas attaquée, qu'elle puisse se protéger au mieux. Est-ce qu'on fait la même chose en ce qui concerne les plants ici? Tous les ans, ce que l'on fait, c'est on fait des analyses de sol. On sait exactement où en sont les nutriments dans ce sol-là. Et on vient bien sûr apporter de la matière organique pour pouvoir justement que tous ces nutriments soient disponibles aux plantes. Qu'est-ce que vous prenez comme matière organique, justement? Alors juste à côté, j'ai de la chance d'avoir un élevage de poulets. Donc j'achète la fiente de poulet que je viens incorporer à mes sols. Et puis sinon, on fait comme en agriculture, on fait des assolements. Certaines parcelles, on la laisse reposer 2-3 ans. Je peux faire aussi des engrais verts. Ici, on sème de la facélie, on sème aussi du sarrasin. Donc le sarrasin, on le sème très tôt dans l'année, au mois de mai, et puis 1 mois ou 2 mois après, une fois qu'il est bien en feuilles, on vient l'incorporer au sol et on laisse le sol travailler et rapporter toute cette matière organique qui sera bénéfique pour nos plantes. Vous êtes en observation permanente. Et lorsque je suis arrivé tout à l'heure, j'ai pu le constater, et je ne sais pas si je vais le voir ici, il y avait comme un petit talkie-walkie, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça? Il écoute ses plants pousser pour savoir s'ils souffrent ou s'ils vont bien? C'est ça. Pratiquement, c'est une sonde Tensio, c'est-à-dire que cette sonde rentre dans le sol Oui. et m'indique à 30 cm, 20 cm et 10 cm quelle est la possibilité hydrique du sol. En gros, ce qui va restituer à ma plante. Et donc, c'est très très important pour moi et ça me donne des indications quant à l'arrosage. Pour déclencher ou pas Et l'arrosage. voilà, en plein été, des fois, on peut considérer qu'il faille arroser impérativement, alors que non, je vois avec ma sonde et mon smartphone. Toutes les étapes sont Voilà. fondamentales. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Merci à Stéphane. vous. Merci. Pour assurer l'avenir de la filière bois, la forêt doit miser entre autres sur la plantation pour garantir son renouvellement tout en assurant son adaptation au climat futur. Il s'agit parfois de planter des arbres au sein d'une forêt déjà existante ou bien sur des parcelles agricoles, mais aussi sur des forêts dévastées par des aléas météorologiques ou par des ravageurs et maladies. Nous avons rendez-vous avec François Raymond, gestionnaire forestier, sur un chantier de reboisement. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec François. Vous êtes François? Je suis François. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Vous allez bien? Ça va très bien, merci, oui. Je suis très heureux d'être ici pour parler avec vous d'un chapitre important, celui du reboisement. On est dans une parcelle de reboisement. On va essayer d'avoir un discours le plus pédagogique possible Très bien. pour essayer d'éclairer celles et ceux pour lesquels à chaque fois qu'on arrache un arbre, c'est comme si on leur arrachait une dent. C'est ça. On va expliquer que finalement, quand on arrache un arbre, on ne le fait pas de gaieté de cœur. C'est simplement pour assurer l'avenir de la forêt. Absolument, oui. Si je dis ça, j'ai bien résumé. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On a un cas très concret ici. On a une parcelle de 3 hectares à peu près. Qu'est-ce qu'il y avait comme essence auparavant Alors, ici? elle avait été plantée il y a à peu près 58 ans Oui. avec 3 essences différentes. On avait déjà un mélange de pin laricio, de pin Weymouth et de sapin Douglas. Pourquoi est-ce qu'il fallait intervenir? Alors, depuis quelques années, on avait remarqué que les arbres dépérissaient. Les pins Weymouth étaient presque tous morts déjà. Et les Douglas commençaient à décliner sérieusement. Ouais. Parce que j'en ai vu quelques-uns qui n'avaient pas l'air d'être en bon état ici. Non, effectivement, il était temps d'intervenir. Ouais. Comment est-ce qu'on décide ou on définit le fait qu'un arbre est vraiment en péril ou carrément mort? Bah là, mort, ça se voit très bien. Hein. Et puis les Douglas, on voyait les cimes des arbres qui étaient bien rougies, qui commençaient à sécher.
Et il fallait le récolter avant qu'il soit complètement mort, complètement sec. Parfait. Alors abordons maintenant ce chapitre du reboisement. Quand on décide de reboiser, on ne va pas travailler forcément avec les essences qu'on souffert. J'imagine qu'on va essayer de faire rentrer d'autres essences pour lutter entre autres contre le changement climatique. Ouais. Ce qui est essentiel ici, c'est d'établir le bon diagnostic sur la station, sur le sol, d'une part, la texture, la profondeur du sol, et puis le climat local. Un climat qui est en évolution. Donc il faut vraiment qu'on adapte aujourd'hui les essences de la forêt de demain au climat qu'on va avoir de plus en plus. Et qu'est-ce que vous avez planté comme essence ici? Alors ici, on a proposé aux propriétaires de replanter du pin laricio, qui est une essence qu'on connaît bien depuis longtemps. On a beaucoup de recul, elle est très résistante au manque d'eau. Et puis on va la mélanger avec du cèdre de l'Atlas, qui est une essence plus nouvelle dans nos régions, mais sur laquelle on a pas mal d'espoir pour l'avenir. Et vous allez planter combien d'arbres? On va mettre ici, sur la surface qui a planté, 2100 plants de pin et 700 cèdres. Bon, alors c'est pas une petite opération quand on décide de faire du reboisement. Dans un premier temps, donc il faut couper, mais quand je dis couper, c'est arracher même les souches, pour faire en sorte que les nouveaux plants puissent pousser. On récolte le bois, mais on arrache que très rarement la souche en fait. D'accord. D'abord, ça n'a pas tellement d'utilité, c'est un coût supplémentaire qui est inutile. Et puis, en fait, si on arrachait la souche, on déstructurerait complètement le sol. Ce qu'on veut éviter. Donc on préfère laisser les souches se décomposer tranquillement au fil des années. Ça va nourrir le sol. Exactement, finalement. ça libérera de la matière organique qui viendra nourrir les jeunes arbres qu'on aura plantés. Bon, ceci étant, il y a quand même malgré tout des étapes de préparation. Alors, comment est-ce que vous les appelez ces étapes? Alors, la première étape, c'est le nettoyage de la parcelle. Oui. On va venir broyer les rémanents. On peut voir sur le côté, là, le broyage a été fait il n'y a pas longtemps. Donc toute cette matière organique est laissée sur place. Et pareil, comme la souche, elle va se décomposer, apporter de la matière organique à la plantation. Et puis après, on fait ce qu'on appelle le sous-solage. C'est une grande dent qui rentre dans le sol, qui va décompacter le sol en profondeur. Et cette raie de sous-solage dans laquelle on va planter permettra d'une part au plant de s'installer rapidement, d'avoir une meilleure reprise, et puis de développer des racines qui iront en profondeur chercher l'eau, qui lui permettront plus facilement de passer les étés un peu difficiles. Et il y a une saisonnalité pour ce genre de travaux? On le fait plutôt à quelle période ça? Alors le broyage sous-solage, c'est en début d'automne, septembre-octobre, on fait ça, c'est la bonne période. Et puis la plantation, on vient à partir de novembre-décembre, on commence les plantations jusqu'à fin mars. D'accord, on était venu justement filmer l'étape du sous-solage. Et là maintenant, on va en arriver à la plantation. Voilà. Alors la plantation, ça s'opère de différentes façons, ou c'est mécanique, ou c'est manuel, comment ça se passe? C'est complètement manuel. La première étape, c'est quand on reçoit les plants de la pépinière, on va contrôler la qualité du plant, vérifier qu'il a une bonne conformation, que la fraîcheur est bonne, que c'est un plant qui sera capable de faire une bonne reprise. Et ensuite, le planteur va venir avec sa pioche, faire un trou, mettre en place le plant. Et puis une fois qu'il a bien mis le plant en place, il va tasser un peu avec le talon autour du plant pour qu'il n'y ait pas de poche d'air qui reste emprisonnée sous terre et pour pas que la racine soit dans l'air. Voilà. D'accord. Quand on parle de racines, quand on parle de jeunes plants, moi, il y a quelque chose qui à chaque fois me marque, c'est les protéger au mieux. Parce que il y a des petits prédateurs autour de nous qu'on appelle les chevreuils, ou parfois même d'autres animaux. Il faut les protéger absolument. C'est indispensable parce qu'on a de plus en plus de chevreuils. Et si on ne protège pas, on a des dégâts, effectivement. D'accord. Ouais. Alors ici, dans le cas de cette plantation de pin laricio et de cèdre, on applique un répulsif, en fait. C'est un répulsif naturel à base de graisse de mouton qui va, par l'odeur et par le goût, va les dissuader de venir manger nos plants. Ça leur donne pas envie. Non, voilà, exactement. Et puis dans certains cas, sur les feuillus notamment, on peut être amené à mettre des gaines individuelles. Bon, c'est une très belle opération, très vertueuse, mais forcément, ça a un coût quand même. Oui. Reboiser une parcelle, c'est combien à l'hectare à peu près? Est-ce qu'il y a un budget qui est défini? Oui, aujourd'hui, on est sur un coût moyen entre le nettoyage et la plantation elle-même, autour de 5 000 € hors taxe par hectare. Ça a beaucoup augmenté? Ça a beaucoup augmenté depuis quelques années, depuis 3-4 ans. On était plutôt à 3 500, 4 000 € l'hectare il y a quelques années. C'est pour ça qu'on a mis en place des plans comme France Relance, par exemple. Voilà, le plan de relance. Vous pouvez m'expliquer à quoi ça sert et justement comment ça fonctionne? Le plan de relance, c'est une aide qui est essentielle pour les propriétaires aujourd'hui, puisqu'on a amené à récolter des parcelles avec des bois morts, des bois secs, des périssants, donc qui n'ont pas une grande valeur. Et pour inciter les propriétaires à réinvestir dans leur forêt. Et l'aide, elle est de l'ordre de quel pourcentage à peu près? C'est entre 60 et 80%. C'est pas négligeable. C'est très incitatif. Ouais. On a vraiment besoin aujourd'hui d'adapter la forêt de demain à l'évolution du climat. Et donc on est obligé d'apporter des essences nouvelles, comme ici, qui n'étaient pas déjà présentes, qui ne sont plus adaptées. Et ça passe par le reboisement, on n'a pas le choix. On est vraiment au pied du mur. Faire du reboisement, c'est simplement assurer l'avenir de cette forêt. C'est exactement ça. On avait une parcelle qui était en perdition. Et avec le reboisement, aidé par le plan de relance, on remet la forêt en état. J'ai une dernière question, François. Ce sera peut-être une question piège, vous n'avez peut-être pas la réponse, quoique vous avez l'air d'être bien calé quand même. Est-ce que vous savez le nombre d'hectares que l'on reboise chaque année en France?
Oui, alors les quelques chiffres qu'on a, c'est aux alentours de 50 000 hectares par an. C'est colossal quand même. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Gros chantier. Je vous laisse retravailler alors. Merci. Merci à vous. Au revoir Stéphane. Merci, à bientôt. Durant l'été 2022, les feux ont détruit plus de 62 000 hectares de végétation. Dans les Landes, le déluge de feu a durablement défiguré les sols et les paysages. Un an après, la forêt renaît peu à peu de ses cendres. Mais le changement climatique oblige les forestiers à réfléchir à la manière dont doit être reconstruite la forêt. L'été 2022, des incendies d'une durée et d'une ampleur exceptionnelle ont ravagé 30 000 hectares du massif des Landes de Gascogne. Un an et demi après, Bernard Ablade, sylviculteur, relève à peine la tête. Sur sa propriété, il montre l'étendue des dégâts à son confrère, Marc Villetorte. C'est vers 2 h du matin qu'on est venu essayer de défendre cette petite parcelle qui était en bordure, mais avec des petits moyens. Le feu a donc démarré à 30 km d'ici et on était à 1000 lieues de penser qu'un mois après, il arriverait aux portes de mon domicile. Quand l'intensité du feu a augmenté, l'État a mobilisé tous les départements voisins, voire même des moyens internationaux, puisqu'on a eu des Polonais, on a eu des Allemands qui sont venus nous donner la main. Des flammes de cette taille-là. À ce moment-là, Bernard a immortalisé des scènes effrayantes avec des flammes de plusieurs mètres de hauteur, une végétation ravagée et des pompiers débordés. Un véhicule de pompiers, c'est pas possible de toute façon. Mais après le chaos, c'est une course contre la montre qui se joue pour les sylviculteurs. Il faut rapidement revendre les arbres qui méritent d'être valorisés pour du bois d'œuvre, de la palette ou pour du papier. Le volume de bois qui a été détruit par cet incendie représente à peu près le tiers du volume de bois qui est exploité annuellement sur le massif. Un tiers de volume supplémentaire sur le marché des bois, ça suffit à le déstabiliser de manière significative. Donc ça accentue la perte économique pour les propriétaires. Bernard, lui, n'a rien pu valoriser. Car pour être exploité, un arbre doit avoir au moins 40 à 50 ans. Les bois de sa parcelle calcinée, âgés de moins de 15 ans, ont dû tous être broyés. La perte, je suis tenté de vous dire, elle est totale, puisque la subvention pour le broyage ne couvre même pas ça, mais elle ne couvre pas de toute façon la valeur d'avenir de ces arbres-là qui sont perdus, et pour lesquels j'ai perdu moi-même 15 années, alors qu'il faut que je reparte à zéro, et voilà. L'incendie a eu des conséquences plus pernicieuses encore. Un mâle invisible vient achever ces arbres sains, un insecte dévastateur appelé scolite sténographe. Là, le propriétaire visiblement n'a rien fait. Il n'a peut-être pas pu ni commercialiser ses arbres, ni du moins les abattre, comme les consignes avaient été données, de façon à ce qu'on puisse éviter ce problème de scolite, malheureusement. Cette petite bête, elle a une préférence pour s'attaquer à des arbres qui sont affaiblis. Donc là, c'était le cas après un incendie, ça peut être le cas après une tempête. Elle trouve un arbre affaibli, elle vient se nourrir dedans, elle vient pondre. Mais là, vu la quantité de bois mort ou mourant à disposition, les insectes vont proliférer. Et une fois qu'ils ont consommé tout ce qu'il y avait à consommer sur la parcelle, comme ils sont beaucoup plus nombreux, ils vont aller s'attaquer à des arbres sains qui sont à proximité. C'est partout, là. Il y en a, ce sont des poches d'attaque, mais fulgurantes. Là, ça y est, maintenant, tu vois, les aiguilles commencent à roussir, mais il y a 8 jours de ça, c'était encore tout vert. Hein. Ah oui. Alors, il y a un foyer ici, un foyer là, il y en a un ici. Maintenant, là, pour le coup, l'écorce, elle est tombée, elle se décolle très, très facilement de l'arbre. Voilà, donc on s'aperçoit, on voit bien le cheminement de ces insectes avec les galeries qu'ils ont creusées pour pouvoir se promener entre l'écorce. Voilà, l'arbre est tout sec, l'arbre est mort et les insectes n'y sont plus. Et ça se passe en 8 jours. Voilà. Le département de santé des forêts s'est emparé du dossier et a mis en place autour de la zone incendiée des pièges à scolytes dans lesquels le petit envahisseur tombe, attiré par des phéromones artificiels qui recréent celles d'un pain en détresse. Et voilà les bêtes qui sont à l'intérieur. Je vais en prendre un au hasard. Voilà, des fauteurs de troubles qui se permettent de détruire notre forêt en se nourrissant de la sève des arbres. Chaque semaine, Bernard compte le nombre d'insectes. Les données permettent d'évaluer sur l'ensemble des pièges la croissance de la population des scolytes et éventuellement mieux comprendre leur comportement. Allez, on y va? Allez, on embarque. Allez. Devant l'ensemble des risques, les sylviculteurs, Marc Villetorte en tête, attendent beaucoup des recommandations de la défense de la forêt contre les incendies.
Pierre Massé dirige l'organisation en Nouvelle-Aquitaine. Pour lui, les événements de 2022 appellent à réfléchir sur l'accélération du dérèglement climatique. 2022, il faut se rappeler qu'il y avait des records de sécheresse et des records de chaleur. Par exemple, 8 jours après l'incendie, il y a plus de 42 degrés sur la zone et moins de 8% d'hygrométrie. Donc dans ces conditions, dès que le feu touche quelque chose, ça brûle. Un scénario d'autant plus inquiétant que température et sécheresse dépassent alors les prévisions faites par Météo France il y a 10 ans pour 2040. Pour les sylviculteurs, il est urgent d'agir. Il y a une dimension patrimoniale et économique, mais il y a aussi une grande dimension affective. On n'a pas du tout envie de voir disparaître une chose à laquelle on est aussi attaché que ça. Et donc les sylviculteurs sont demandeurs de mise en œuvre des préconisations de la DFCI. Le service a vu augmenter ses moyens financiers et plus que jamais fait de la prévention pour rappeler les gestes élémentaires. Il faut penser à faire des réseaux de pistes pour accéder aux parcelles, à peu près un repère 25 hectares de forêt avec une piste autour, un point d'eau tous les 500 hectares, et surtout autour des pistes, il ne faut pas aller mettre en place des arbres, les semer ou les planter, au ras des pistes, il faut laisser au moins 4 mètres. Et puis quand les secours sont sur ces pistes-là, ça leur permet d'être en meilleures conditions de sécurité. De son côté, Bernard a rendez-vous avec Sébastien, un conseiller forestier, pour réfléchir à la replantation de sa parcelle. Moi, je vais essayer de respecter la règle que nos anciens disaient de dire de ne pas reboiser avant 2 années. L'histoire des 2 ans, c'est pour éviter que les jeunes plantations se fassent attaquer parce que l'hylope, c'est un insecte qui se développe dans les souches fraîchement coupées. Et qu'est-ce qu'il consomme? Il consomme les jeunes pousses des pins. Il va maintenant falloir réfléchir au choix des essences pour le reboisement. Le problème de la région, c'est la qualité de son sol, très acide. Comme tu peux le voir, on est bien sur un pH bien marqué, acide, on est que sur 4. Sans surprise, voilà. Par ailleurs, dès que Sébastien creuse à 1,20 m à peine, c'est du sable qu'il trouve. Des conditions drastiques qui limitent le choix de plantation. Aujourd'hui, le seul arbre capable de boire de l'eau quand il y en a trop et de supporter des températures de 40 degrés pendant 3 semaines, c'est le pin maritime. Pour se défendre contre les incendies, Sébastien préconise toutefois de diviser sa pinède en petites parcelles de 4-5 hectares et de favoriser la biodiversité. Autour de ces parcelles, on peut y mettre des corridors feuillus, type chêne-liège, parce que sur les sols acides, il serait adapté. Pour moi, sur le massif, vu la gestion qui est faite, c'est l'optimum pour éviter tout risque. Les premiers arbres devraient être plantés d'ici fin 2024. Pour Bernard et les autres sylviculteurs de la région, c'est l'espoir d'un nouveau départ. Originaire de la côte ouest des États-Unis, le Douglas, ou pin d'Oregon, est devenu progressivement l'une des principales essences de reboisement française. Cet arbre surdoué qui cumule de multiples qualités occupe 8% de la surface forestière en Bourgogne. Apprécié des sieurs pour sa résistance mécanique, sa durabilité et sa jolie couleur rosée, le Douglas est pourtant une essence parfois décriée. État des lieux avec Bruno Borde, il est ingénieur forestier. Il va peut-être tordre le cou à quelques idées reçues. Bruno, je suis ravi d'être avec vous pour cette petite promenade en forêt avec une météo exceptionnelle. Bon, l'objectif, c'est quand même de parler d'une essence qui a trouvé sa place dans les forêts françaises, qu'on retrouve un peu partout dans nos intérieurs, dans nos maisons, parfois pour les aménagements de terrasses, parfois pour les charpentes également. On va parler du Douglas et je crois qu'on peut faire un petit cocorico parce que j'ai appris en préparant cette émission que nous étions le premier pays européen producteur de Douglas. Exactement. Bah, dites-moi. Exactement. Le massif de Douglas en France représente 420 000 hectares, ce qui en fait le premier pays européen producteur de Douglas, devant l'Allemagne qui a à peu près 220 000 hectares en Allemagne de Douglas. C'est une essence qui a été développée, on verra, pour de multiples raisons, et qu'on va retrouver sur tout le territoire national, avec 80% de la surface concentrée quand même dans les zones de moyenne montagne du Massif central. D'accord. Et 4 régions se distinguent pour leur surface en Douglas. Ce sont par ordre Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, bien évidemment, et Occitanie. Occitanie également. Occitanie. Et alors, ce qui est une performance, je le disais, premier pays européen producteur de Douglas, la France. Et pourtant, c'est une essence qui est relativement jeune dans nos forêts françaises. Il y a combien de temps qu'on a commencé à l'implanter ?
Complètement. Alors, originaire de la côte ouest du continent nord-américain, l'histoire du Douglas se résume sur une période de 200 ans. De 1792, c'est un botaniste anglais qui a découvert cet arbre-là. Et c'est un jeune botaniste passionné écossais, David Douglas, qui en 1822-23 a apporté des graines en Europe pour la première fois, qui ont été utilisées au départ essentiellement en ornement. Et c'est à la fin du 19e siècle que les premiers essais de plantation ont été réalisés sur certains massifs en France, le Morvan, dans le Massif central, un petit peu dans les Vosges. Qu'est-ce qui en fait la particularité, je dirais, par rapport aux autres résineux qu'on connaît un petit peu sur le territoire français? C'est un arbre qui possède un bois absolument remarquable, qui a des propriétés mécaniques absolument exceptionnelles et qui a une durabilité naturelle vraiment propre à cette essence. C'est-à-dire qu'il est résistant naturellement, sans traitement, à des insectes xylophages et à des champignons. Est-ce que l'on peut dire du Douglas que c'est certainement l'un des arbres qui offre la productivité la plus intéressante? C'est un fou de production. C'est un arbre qui produit énormément de bois. On est en moyenne en France sur une production qui atteint les 15 mètres cubes par hectare et par an. C'est 2 à 3 fois plus que la moyenne des autres essences dans les forêts françaises. On a eu, à partir des années 60, des campagnes de boisement sur des terrains délaissés par l'agriculture et des reboisements de peuplements feuillus pauvres. Et ce Douglas, bien acclimaté à des terrains acides, sur des massifs granitiques, a été installé sur des surfaces relativement importantes et avec un itinéraire de gestion de sylviculture qui est la futée régulière. Des densités relativement importantes pour pouvoir ensuite sélectionner, éclaircir et, en fin de cycle, pouvoir prélever les 150 ou 200 arbres de meilleure qualité. Et ça, ce modèle de sylviculture très productif, relativement simple, a parfaitement fonctionné pour cet objectif de production. Mais quand je vous écoute, je me dis que cet arbre, il est exceptionnel, tout simplement. Et pourtant, c'est une essence qui est régulièrement décriée, critiquée. Pour quelle raison exactement? Il a été installé en zone de moyenne montagne. Et dans ces zones de moyenne montagne, on connaissait peu ou pas le résineux. Donc, c'était des forêts naturellement feuillues. Donc, ça a transformé un peu la forêt de ces massifs-là. Et on s'est trouvé avec ce massif de Douglas jeune, mais le côté paysager, environnemental, s'est trouvé un petit peu décrié. Voilà. Alors j'ai envie de dire, on change un peu le fusil d'épaule maintenant. On essaye de travailler sur une autre façon de planter justement cette essence dans les forêts françaises. C'est ce qu'on va découvrir avec vous en pénétrant davantage dans la forêt. Allez, venez. Très bien. Alors, on parlait tout à l'heure de futaies régulières. Ce qui a été décrié aussi, c'est à un moment donné le fait de dire que quand les arbres avaient poussé, quand on les récoltait, on avait affaire à ce qu'on appelle une coupe rase, c'est-à-dire qu'on se retrouvait avec une forêt qui était devenue du jour au lendemain un champ. Et ça plaisait pas trop. Et là, on est dans une futaie, alors, vous allez me dire, on l'appelle irrégulière ou jardinée? Comment est-ce qu'on appelle ce genre de futaie? On est un peu les deux. Le terme irrégulier ou jardiné est opposé au terme régulier, où on a des arbres qui sont tous du même âge, tous du même diamètre, avec une seule strate. Le terme irrégulier ou jardiné, c'est un mélange de diamètre, mélange d'essence et mélange de stratification. L'origine de ce peuplement, qui a 60 ans, à la base, c'était une futée régulière, plantée. Et vers l'âge de 30 ans,
Un forestier franc-comtois a ici pris la décision d'appliquer ces principes de la futaie irrégulière à ce peuplement régulier. Et ça demande des connaissances et un peu de technicité. Donc on a un suivi assez attentif, assez précis de cette parcelle quant à son développement, quant à la croissance de la futaie, des arbres, de la première génération, et puis de cette seconde génération. Il y a des châtaigniers, il y a des hêtres, il y a plein d'autres essences aussi. Très bonne observation. Le souhait, il est d'améliorer la diversité, la biodiversité, et on a une attention particulière dans le sous-étage à tout ce qui n'est pas Douglas. Sur ce massif forestier, il y a des petites parcelles qui sont plus ou moins des laboratoires à ciel ouvert, sur lesquels vous allez utiliser différents outils pour voir justement comment se comporte cette forêt, comment se comporte ce Douglas, justement. Quel est l'outil que vous utilisez? On appelle ça un martelloscope, ça fonctionne comment? C'est une zone d'1 hectare où on va scruter les arbres individuellement, puisqu'ils sont numérotés, ils sont localisés, et on va prendre leur croissance en diamètre, en hauteur. On va faire des notations sur leur état sanitaire, de façon à, d'une part, connaître le comportement individuel de ces arbres-là, et le comportement de groupe, c'est-à-dire qu'on veut avoir des connaissances sur la production du peuplement, sur son évolution en matière d'état sanitaire. J'aimerais aborder un autre sujet avec vous. Je me suis arrêté ici, et c'est pas pour rien. Regardez, il y a effectivement cette souche là. L'arbre a été coupé il y a combien de temps, Bruno? Cet arbre-là, on pourrait croire qu'on a eu une baguette magique et qu'il a disparu. Et c'est toute l'adaptation nécessaire dans ces gestions, entre guillemets, un peu nouvelle pour le Douglas. Ça passe notamment par l'exploitation, puisque le principe, c'est de récolter des très gros arbres qui arrivent à maturité, de façon à laisser la place à des arbres moins gros, de laisser la place à des trouées de régénération. Et pour ça, il faut pouvoir exploiter ces arbres avec un minimum de dégâts. Eh bien, ça passe par la mécanisation. Ça passe par la mécanisation. Ce qui est assez rassurant quand on se promène avec un docteur de la forêt, c'est qu'on se dit que le Douglas a encore de belles années devant lui ici dans les forêts françaises. Évidemment, c'est un arbre absolument extraordinaire et il va falloir savoir aussi nous lui donner les bonnes orientations. Aujourd'hui, on travaille sur la création de plantations de Douglas en mélange et on regarde avec quelles essences on peut l'associer ou non. Et on a tout un travail de développement à faire avec cet arbre pour l'intégrer au mieux dans le développement de la sylviculture des forêts de Douglas. Vous en parlez très bien en tout cas. Merci beaucoup Bruno. Merci, merci. Pour lutter contre le changement climatique, la France s'est donné l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Dans ce contexte, la construction en bois s'impose comme une solution incontournable pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Et nous venons de le voir, le Douglas résistant et esthétique est particulièrement prisé par les artisans dans la construction. Avec un massif de 420 000 hectares, la France est le premier producteur européen de Douglas. Depuis quelques années, la construction avec ce résineux se développe. Julien Lavoine, charpentier en Gironde et formé chez les Compagnons, en est un adepte. T'as reçu tous les boulons pour assembler les fermes? Le métier de charpentier a beaucoup évolué sur ces 20 dernières années. On peut très bien faire de la charpente traditionnelle à des ouvrages plus complexes, des passerelles, des ponts, des gymnases. Et du coup, ça demande des compétences de plus en plus élevées. Les nouvelles réglementations en matière de construction neuve obligent à réduire les émissions carbone des bâtiments. Les constructions en bois ont donc le vent en poupe. Dès lors, Julien pousse auprès des architectes pour utiliser plutôt du Douglas. Aujourd'hui, on arrive à avoir tous les matériaux possibles
nécessaires à la construction bois dans la filière Douglas. Ça part des montants d'ossature bois comme on a ici, mais aussi des panneaux 3 plis qu'on peut utiliser pour de l'agencement, de la menuiserie et aussi en charpente. Et des poutres en lamellé collées qui sont nécessaires à faire des ouvrages de grande longueur ou de grande hauteur. L'entrepreneur réalise de nombreuses maisons individuelles de la région, comme ici à Aubetin, où il a voulu donner à cette résidence des airs de cabane typiques du bassin d'Arcachon. Je fais attention aux planches trop blanches, pas les mettre. Okay. C'est nickel. La force du Douglas, c'est déjà sa couleur. Il est naturellement rosé, ce qui lui amène une certaine chaleur esthétiquement. Et après, on peut voir les nuances de blanc. C'est la partie extérieure de l'arbre qu'on essaye d'enlever au maximum parce que c'est la partie la plus tendre. Et on essaye de conserver le bois de cœur qui est le plus solide et le plus périn. Ensuite, il présente des propriétés idéales pour l'extérieur. C'est un bois qui est naturellement imputrescible et qui a une résistance aux insectes et qui n'est pas sujet aux intempéries. À l'intérieur de cette maison rénovée, il a recréé tout en Douglas une structure autonome avec une charpente en bois massif qui soutient l'ensemble de l'étage. C'est un bois qui est très agréable à travailler, qui sent bon déjà. Et c'est vrai que quand on est charpentier, on aime bien toucher, sentir les éléments. Et c'est un vrai plaisir esthétique et visuel. La charpente subit des contraintes de charge par la toiture, par les éléments, le vent, la neige, etc. Et le Douglas, il est assez solide. Il a une densité aussi qui fait qu'il correspond bien aux demandes qu'impose en fait la structure. Et voilà, donc il est assez complet dans l'utilisation. Au-delà du résidentiel, Julien réalise de plus en plus d'équipements. Et dans les domaines viticoles, où l'on utilise plus volontiers du chêne, le Douglas se fait peu à peu sa place. À Saint-Julien-Bechevel, en Gironde, le charpentier a réalisé cette halle de vendange. Guillaume Soussotte, le maître d'ouvrage des travaux, est ravi. Alors, on a l'impression d'être en extérieur tout en étant à l'abri. En fait. C'est assez aéré, plutôt clair pour travailler. C'est un bel outil de travail, du coup. Bel outil de travail. L'architecte a imaginé pour ce plafond en bois et en métal des coques inversées de bateaux. Pour Julien, ce chantier a été un vrai challenge. Les petites pyramides sont des petits volumes, des petites sections, donc voilà, il y avait un aspect assez technique et précis à l'usinage des pièces de bois. Et puis alliant aussi le métal, parce que du coup, il fallait combiner donc la structure métallique et la structure bois. Là encore, c'est le Douglas qui s'est imposé car il possède une propriété indispensable à l'activité viticole. Comme il n'est pas traité naturellement, il ne rejette pas de polluants volatiles liés au traitement. Et après, il y a des essences comme le pin maritime, par exemple. Contrairement au Douglas, le pin maritime est une essence qui sent très fort. On fait de la térébenthine avec. Le Douglas, lui, n'aimait pas ce genre d'odeur. Il n'y a pas d'altération sur le raisin et sur le vin. Comme un hommage à ce nouveau partenariat entre le vin et le Douglas, la Cité du Vin, inaugurée il y a 7 ans à Bordeaux, a été construite tout en verre et en Douglas, avec notamment ces fameuses épines qui s'élèvent dans le ciel. Dans les forêts de Saône-et-Loire, les feuillus sont majoritaires et le chêne est une essence prépondérante. J'ai rendez-vous dans une scierie familiale qui, chaque jour, scie 140 mètres cubes de chêne pour en faire des meubles, mais aussi du bois de charpente ou encore des traverses de chemin de fer. On y pratique également une technique de traitement par haute température qui modifie les caractéristiques physiques et esthétiques du bois. Allons faire connaissance avec la famille. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Stéphane. Salut. Ravi de vous rencontrer. Merci de nous accueillir. Alors, c'est pas la première fois que je visite une scierie, vous vous en doutez. Oui. En revanche, c'est la première fois que je travaille sur des spécimens aussi monumentaux. Et en plus, vous avez la chance de travailler avec le roi de la forêt, le chêne. Tout à fait. Ils proviennent d'où, ceux-ci? Nous, on s'approvisionne dans un rayon d'à peu près 150 km. Ça vous permet de traiter combien de chênes par an à peu près? On scie à peu près 35 000 m3 de chêne par an, ce qui représente environ 70-80 arbres par jour. 70 à 80 arbres par jour. Ce qu'on n'imagine pas, c'est que dans un chêne, on va produire
Différents types de produits justement destinés à des aménagements ou à des utilisations différentes. Il y a 2 éléments essentiels qui sont importants dans le chêne, c'est la rectitude et la qualité du bois. Et c'est comme ça qu'on fait nos découpes de chêne. Donc on peut dire qu'on travaille par tronçon finalement sur un chêne. Voilà, c'est ça. Alors j'ai souvent entendu dire aussi qu'il y avait le grain du bois. On en parle en ce qui concerne le chêne? Oui, on en parle. Alors, on dit quoi? Il y a un petit grain, un moyen grain, un gros grain? C'est plus ou moins ça. En fait, le grain du bois, c'est l'accroissement des cernes. Et donc, en fait, c'est la vitesse à laquelle a poussé l'arbre. Donc, plus le grain est fin, donc plus les cernes sont resserrées, et plus l'arbre a mis longtemps à pousser. Donc après, ça, c'est des éléments qui dépendent un petit peu de la nature du sol, de la région dans laquelle a poussé l'arbre, peut-être aussi des conditions climatiques, la température, l'humidité. Et pour les tonneaux, par exemple, il est recherché un grain fin. L'avantage du grain fin, en fait, c'est qu'il a des propriétés énologiques particulières que je ne maîtrise pas, mais qui permet justement une respiration entre l'extérieur et le vin justement à l'intérieur du tonneau. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que la partie la plus noble, c'est celle qui est en bas de l'arbre. C'est le pied de l'arbre, oui. Jusqu'où à peu près? Nous, on fait un tri par qualité et aussi par rectitude. Et comme vous voyez, le haut de l'arbre, en fait, on a beaucoup de nœuds, et il n'est plus très droit. Et donc là, c'est sur le pied de l'arbre qu'on sort le produit principal et là où on a la meilleure qualité. Donc ça, on en fait quoi, vous me disiez? Un plot. Donc un plot, il est scié en planche et après, ça vous fait des pièces de grande longueur. Ça peut faire de 3 à 6 mètres. D'accord. Et donc ça, c'est utilisé pour faire de l'agencement, par exemple, des pièces pour des éléments d'escalier. Tout ce qui est ébénisterie aussi, des choses comme ça. Des meubles. Les planches proviennent tous du même arbre, de la même grume. Et donc ça vous assure une certaine homogénéité sur la couleur et sur le grain du bois. Et donc c'est très recherché aussi pour les menuisiers qui font des meubles complets. Et donc après le plot, ici, on a le dépareillé. Donc en fait, c'est des pièces des planches qui vont faire de 2 à 3 mètres et qui permettent derrière de faire des portes, des pièces plus petites, quoi, de 2 mètres, 2 mètres 50 de long. Après, on a de la charpente. Donc la charpente où là, vous acceptez un peu plus de nœuds et le bois reste résistant. Et après, tout en haut de l'arbre, c'est là où on a les plus grosses branches. Et là, avec ces pièces, on fait des traverses de chemin de fer. Alors vous travaillez bien sûr le chêne, mais je le disais, l'entreprise s'est diversifiée. Vous travaillez également d'autres essences de feuillus qui sont très recherchées pour des aménagements soit extérieurs, soit intérieurs. Et celui qui va m'en parler maintenant se prénomme Nicolas. Et il est à quelques centaines de mètres d'ici. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci Stéphane. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonjour Nicolas. Stéphane. Vous allez bien? Bien et vous? Écoutez, en pleine forme, je suis ravi d'être là et de découvrir la bête. Il y en a 3. Les bêtes. Parce qu'avec vous, on va parler d'une technologie que vous avez développée il y a maintenant quelques années. Il y a combien de temps exactement? Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. On appelle ça un traitement par haute température. Il s'avère qu'il y a quelques mois, du côté d'Orléans, on avait déjà évoqué le traitement par autoclave, mais le traitement par autoclave, c'est avec un apport de produits chimiques. Ouais. C'est pas du tout le cas en ce qui vous concerne. On dit que c'est complètement naturel. On appelle ça même un bois écologique, c'est vrai? Oui, on peut dire ça, parce que nous, on utilise essentiellement de la vapeur, de la chaleur et de l'eau. Alors, on va rentrer dans la technique d'ici quelques instants. Votre travail à vous, c'est de valoriser essentiellement des essences de feuillus, d'ailleurs, pour différents usages, en particulier les usages extérieurs, c'est-à-dire les aménagements de terrasses, de mobilier de jardin, de choses que l'on peut trouver dans les squares, dans les parcs. Du bardage aussi. D'accord. On va valoriser des bois feuillus pour les rendre durables à l'extérieur, des bois qui, normalement, devraient, si à l'état brut, ne pas résister au-delà d'un mois. Ouais. On les emmène à 15-20 ans de vie en forme de Juste grâce à ce traitement. Tout à fait. C'est quoi exactement le processus? C'est de saturer le bois, de retirer toute l'humidité, de faire quoi? Alors, au niveau moléculaire, on va détruire certains composés, notamment la lignine, par exemple. En gros, la lignine, c'est le carburant des champignons. D'accord. Et donc, le champignon n'a pas de quoi se nourrir et ne se développe pas. Les sucres de la cellulose, par exemple, c'est en gros le carburant aussi des larves d'insectes. Et c'est pareil, en chauffant le bois, on détruit le sucre de la cellulose. Et on va le rendre hydrophobe, on va le stabiliser au niveau dimensionnel. On va le colorer dans la masse. Donc voilà, il y a tout un tas d'avantages. Donc on rentre ça dans le four. Oui, tout à fait. Et il y a un seul bouton, c'est la même température pour tout le monde, le même temps de cuisson? Non. En fonction des usages, on a des DTU à respecter, donc des normes. Pour du frêne, par exemple, en bardage, on va être à 210 degrés. Pour du peuplier, on sera à 215 degrés, du hêtre à 220, le chêne à 190. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de l'usage qu'on en fait. Si j'ai oublié le bois à l'intérieur et que je l'ai laissé chauffer un peu plus longtemps, ça va modifier quoi? Simplement la couleur? Là, on a 2 bouts de frêne.
Ah, c'est le même bois? C'est le même bois, ouais. 2 bouts de frêne. Donc le plus foncé est chauffé à 210 degrés et le plus clair à 195 degrés. D'accord, pour le même temps de cuisson. Le même temps, ouais. C'est juste la température qui fait que la couleur change. Et en même temps, j'ai envie de dire, ça permet de faire travailler, ou en tout cas de travailler sur des essences locales plutôt que d'aller chercher des bois exotiques, bien sûr, quoi. Ouais. Et puis en durée de vie, on est tout aussi bien, même mieux que des bois exotiques. Bilan carbone, on n'en parle pas. Et puis on travaille une forêt qui est gérée en France et on sait voilà, les problèmes de déforestation et de gestion de forêt dans le monde. Bien sûr, bien sûr. Alors vous avez certes des robots qui sont ici, mais il y a aussi de la main-d'œuvre. Ouais. Une belle équipe en tout cas, ils ont l'air d'être tous passionnés. Hein. Depuis la création de l'entreprise, c'est chouette, ça. Des choses qui nous tiennent à cœur. Donc c'est la valorisation de travailleurs handicapés par le travail. Et c'est très plaisant. Hein, bravo Nicolas. Merci. Bon, j'ai pas fini mon petit tour de la maison parce que après avoir découvert la transformation du chêne, après avoir découvert votre travail ici et le traitement par haute température, je vais parler maintenant de panneaux de bois, mais attention, pas n'importe quel type de panneau de bois. Merci beaucoup. Bonjour Catherine. Bonjour Stéphane. Une femme dans l'univers du bois, ça fait du bien. C'est rare. Et à l'échelle industrielle, s'il vous plaît. Alors, on a parlé de la transformation du chêne avec votre cousin Jean-Marie. On a parlé également d'une technologie de haute température avec Nicolas il y a quelques instants. Avec vous, on va aborder un autre chapitre de l'activité ici. C'est la réalisation de panneaux en bois sur mesure. Exactement. Alors, on a plein d'exemples autour de nous. Ça travaille. Bonjour monsieur. Quels sont vos clients? Est-ce que ce sont des architectes d'intérieur? Est-ce que ce sont déjà des professionnels de l'agencement, de l'ébénisterie, de la menuiserie? Ou est-ce que ce sont des consommateurs, tout simplement? Alors, on a beaucoup de nos clients qui sont des particuliers, des consommateurs, qui peuvent concevoir directement leur projet sur notre site internet. Et nous, on le réalise, on le livre directement chez eux. Et puis, on travaille aussi avec quelques artisans qui nous sollicitent pour avoir des projets bien finis en bois. Et alors, quels sont les projets que l'on peut réaliser à partir de vos produits dans la maison? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout faire. C'est vrai? Fait, on peut faire des tables, des bureaux, des étagères. On peut faire des claustras, des plans de travail de cuisine avec des découpes. Vous voyez ici, je pense que c'est par exemple un bureau qui a été réalisé puisqu'il y a des découpes intérieures. Ça, c'est quoi, du médium, ça, non? Ça, c'est du médium, c'est du valpromat. D'accord. Alors, expliquez-moi comment ça marche. Vous m'avez dit, c'est du e-commerce, il y a une plateforme, on arrive dessus, on parle plus ou moins de son projet, on a pris les cotes nous-mêmes, comment on doit faire? Alors, on prend ces cotes, on va sur le site, sur notre configurateur, on choisit l'essence du bois, on choisit l'épaisseur du bois, on peut faire sur notre configurateur des découpes internes, si besoin. On prend tout en considération et les machines, elles font tout. Parce que là, vous êtes installé avec des machines ultra modernes. Hein. Alors là, on a un très bel outil industriel qui est vraiment à la pointe de la technologie. Ensuite, vous voyez, quand les panneaux sont découpés, ils sont travaillés ici sur les champs. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-bas après? C'est la finition? Voilà, en fait, une fois que le panneau il est découpé, il est fini, il est usiné sur les champs, il va passer dans la ligne de finition qui est située là-bas. En fait, on va appliquer une huile en cabine de pulvérisation qui va nourrir le bois en profondeur et qui va lui permettre d'être plus résistant aux tâches d'humidité. Et je sais que l'aspect environnemental, c'est une grosse préoccupation dans votre activité ici. Alors, ça concerne les produits, mais ça concerne aussi l'emballage qui va permettre d'envoyer justement les produits jusqu'au consommateur. Donc, tous nos emballages sont en carton et surtout, ils sont découpés sur mesure aux dimensions de chaque projet, de chaque client. On a peu de déchets puisque tout est sur mesure. Il y a très peu de gaspillage. Toutes les petites chutes, finalement, on va les réutiliser d'une manière ou d'une autre après. Tout à fait. En fait, quand on découpe un panneau, on fait en sorte de maximiser l'utilisation du bois sur ce panneau. Et si jamais il y a des déchets, des chutes qui ne sont pas utilisées, on les réinformatise et on les re-rentre en stock pour les utiliser sur d'autres projets. Vous avez un vrai savoir-faire et j'étais content aujourd'hui de le faire savoir. Merci beaucoup, Catherine. monsieur. Merci à vous. Retour en forêt, mais dans les Bouches-du-Rhône, où Jean-Pierre, éleveur caprin, fait paître son troupeau sur son domaine forestier. De l'herbe, des feuillages, des fruits, les forêts offrent en effet une ressource fourragère diversifiée pour l'alimentation des animaux. Le pâturage des espaces boisés permet également d'entretenir, de valoriser le milieu forestier et de produire de bons fromages. Quand on pratique le sylvopastoralisme, mieux vaut être endurant.
5 heures par jour, 365 jours par an, Jean-Pierre accompagne ses chèvres en forêt, des chemins escarpés et une garrigue qui fait le bonheur de ses bêtes. On trouvera de la filaire, du buplèvre, de la salse pareil. Il peut y avoir un peu de laurier thym, il peut y avoir de l'aubépine. Enfin, c'est relativement varié. Petits arbres, herbes aromatiques, cet environnement constitue le garde-manger idéal pour cette chèvre rustique. 2000 ans que cette biquette aux cornes torsadées s'est acclimatée au climat sec et aride de ces collines près de Marseille. Elle s'est révélée comme étant la seule véritablement capable à valoriser cet espace qui traditionnellement est considéré comme pauvre. À la base de leur alimentation, le chêne kermesse. C'est donc un petit chêne qui dépasse rarement les 2 mètres. Tant que le chêne kermesse sera présent, on est à l'abri. Propriétaire d'une forêt de 105 hectares, Jean-Pierre a choisi ce mode de pâturage par conviction. Je ne pourrais pas être plus utile pour la planète que ce que je fais ici. La priorité, c'est déjà de prendre soin de ce qui est irremplaçable. Son but, maintenir une forêt mosaïque avec des espaces ouverts et des espaces boisés, à moyen de protéger certaines espèces, comme par exemple l'aigle de Bonelli. L'aigle, comme tout un tas d'autres animaux présents dans ce biotope, sont ce qu'on appelle inféodés au milieu ouvert. Ils s'alimentent notamment de lapins de Garenne et de perdrix rouges. Précisément, ce sont des animaux qui sont présents là où vous n'avez pas une forêt fermée. Le jour où c'est fermé et que c'est une forêt uniforme et constituée, il n'a plus sa place. On pourrait dire qu'il va aller ailleurs, sauf que des ailleurs, en France, il n'y en a plus. Pratiquer le sylvopastoralisme est également un moyen efficace pour lutter contre la propagation du feu. Concrètement, le jour où l'incendie passe par là, il y aura moins de combustible, donc il sera moins intense. Ça ne veut pas dire qu'on sera capable de l'éteindre, ça veut juste dire qu'il y aura moins de combustible. Un avis partagé par l'ONF. Les troupeaux peuvent nous aider, plutôt que d'utiliser des tracteurs mécaniques, à maintenir un certain niveau de qualité d'état des broussaillers pour mettre en sécurité les hommes qui vont intervenir en prévention et en lutte. Une alimentation variée pour les bêtes et un débroussaillage naturel pour la forêt, un système donnant-donnant qui a fait ses preuves. Mais attention, la chèvre est gourmande, le risque de surpâturage est donc pris très au sérieux. La présence d'animaux, en fait, consommateurs de végétaux, peut avoir un impact notamment sur les jeunes générations d'arbres. Et quand les jeunes générations d'arbres sont mangées, il n'est pas évident que les vieux arbres redonnent des graines pour reconstituer ce stock. C'est pour ça que les forestiers, on est très attentifs à nos crèches, entre guillemets, parce qu'on sait que c'est eux qui feront la forêt de demain. Entre les gestionnaires de la forêt et les bergers, il a donc fallu trouver un terrain d'entente. Si on a une demande d'un berger, on va définir les zones où il est possible d'autoriser du pâturage sans que la forêt n'en pâtisse. Au petit jour, c'est l'heure de la traite. Oui, cocotte. Le trésor de Jean-Pierre, c'est ce lait. Chacune de ces biquettes en produit en moyenne 450 grammes par jour. Un faible rendement, mais un taux de matière grasse élevé. Parmi les fromages qu'il fabrique, la brousse du Rove, un produit incontournable de Provence protégé par une AOP depuis 2020. Pour bénéficier de cette appellation, le chevrier doit impérativement faire pâturer ses animaux en forêt. Aujourd'hui, ils ne sont qu'une petite poignée à en fabriquer. Jean-Pierre fait partie de ceux qui perpétuent cet héritage. Les chevriers, à partir du moment où ils avaient fabriqué leurs brousses, descendaient sur Marseille pour les commercialiser. Donc allaient de rue en rue, de pied d'immeuble à pied d'immeuble, en sonnant dans leur trompette, en criant « brousse du Rove », en provençal. Et à ce moment-là, les gens descendaient avec leur assiette. Et aujourd'hui encore, on rencontre des gens et une grosse partie du public qui est à la recherche de ce produit-là sont des personnes âgées qui l'ont mangé étant enfants. Pour fabriquer de la brousse du Rove, l'agent coagulant n'est pas de la présure, mais du vinaigre que le fromager ajoute avec parcimonie. Si vous mettez trop de vinaigre, la texture sera trop sèche, voire caoutchouteuse. Le goût singulier de ce fromage frais en fait aujourd'hui toute sa renommée. Ça n'est pas un produit ni standardisé, ni industriel. C'est un produit qui respecte un cahier des charges extrêmement strict, mais malgré tout,
le terroir aidant, les saisons aidant, la capacité des chèvres à aller dénicher voilà, ce dont elles ont envie, fait que chaque jour, le produit change, évolue. Les saisons passent, donc les brousses du printemps ne sont pas les brousses de l'été, encore moins celles de l'automne. Avec de l'huile d'olive ou du miel, la brousse du Rove se déguste une grande partie de l'année. Et pour continuer à produire ce fromage fermier d'exception, Jean-Pierre conduira demain encore ses animaux en forêt. Après ce nouvel épisode de Notre Forêt Demain, vous en savez encore plus sur la nécessité d'observer et de protéger cet élément essentiel qui nous entoure. Saluons le travail colossal réalisé par celles et ceux qui, au quotidien, préparent notre forêt pour demain. C'était Notre Forêt Demain avec France Bois Forêt. Ensemble pour une forêt durable et du bois responsable.